vous évoquez Tertullien mais si on parle par exemple d'une religion qui est le catholicisme, elle essaie quand même de faire coïncider la foi et la raison. Là, vous nous développez des théories assez absurdes et pourtant qui ont pris comme une flambée dans les universités. Il n'y a pas de professeurs, en dehors de quelques kamikazes comme vous, qui résistent. Vous n'allez pas me croire qu'ils croient tous à ça. Ou alors ils se cachent. Il y en a beaucoup qui ont peur. C'est-à-dire qu'ils ont peur pour leur carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux parler parce que je suis émérite, c'est-à-dire je suis hors du circuit, mais beaucoup de collègues... Entre parenthèses, vous êtes hors du circuit parce qu'on vous a mis hors du circuit ? Non, parce que je suis parti un peu plus tôt que prévu, mais voilà, c'était pas... je suis parti. Bon. Mais bon, c'est pas la question. Mais je pense qu'il y a effectivement une forte pression, parce qu'il y a la pression des réseaux sociaux, il y a des... Bon, par exemple, il s'est passé hier ou avant-hier aux États-Unis quelque chose de tout à fait étonnant. Un juge qui est invité à Stanford, la fac de droit de Stanford, qui est la plus réputée du monde et des États-Unis, il a été empêché de parler par des étudiants et la doyenne chargée de la diversité, équité et inclusion qui a dit « Ah, vous ne pouvez pas parler, vous êtes de droite, c'est trop dur pour nous, ça nous fait pleurer, vous brisez notre communauté, etc. » C'est des choses incroyables. C'est-à-dire que dans la plus grande université, et tous ces étudiants, la plupart sont partis, ce sont les étudiants qui vont être à la tête des grandes institutions américaines dans quelques années. Donc c'est quelque chose de très violent parce qu'il y a effectivement la mort sociale, les réseaux sociaux, etc. Et effectivement, ce qui est aussi très important, c'est ce que dit un journaliste américain, Andrew Sullivan, qui dit « Nous vivons tous sur les campus maintenant ». C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises, les médias, les journaux, etc., les GAFAM, sont des gens qui sont sortis des universités. Et donc c'est une religion qui va se répandre, et on le voit aux États-Unis, on est en train de commencer à le voir ici. La prochaine étape, ce sont les écoles, ce sont les collèges, ce sont les lycées et aussi les facs de sciences, de médecine, etc. Donc vous nous confirmez bien qu'également en France, il n'y a pas d'opposition donc pour l'instant à ce grand tsunami. Donc ma question était, vous étiez professeur de philosophie à la Sorbonne, comment est-ce que votre entourage, vos collègues dans le fond, ont accueilli vos prises de position, puisque j'imagine que vous avez dû jeter... j'ai très peu de collègues qui continuent à me voir, à me parler, etc. Bien sûr. C'est ça. Donc vous avez malgré tout été marginalisé par bien ce que sûr, vous avez dit. Et si j'avais des étudiants qui voulaient travailler avec moi, etc., ce serait très compliqué. J'ai des exemples de jeunes thésards qui veulent faire des thèses, mais qui ne sont pas dans le sens du mainstream, de courant. Ils sont obligés de laisser tomber. Souvent, ils font autre chose. Ils font de la médecine, ils font des sciences, etc. Parce que dans les facs de lettres et sciences humaines, c'est très répandu. Il y a quelques résistants. On avait fait un colloque à la Sorbonne qui a été traité de colloque de la honte. On nous a dit c'est le colloque de la honte, il y a eu des manifestations, etc. Mais on n'était qu'une centaine à peu près. Est-ce que vous diriez que cette idéologie est une idéologie totalitaire ? Et est-ce que cette idéologie, dans le fond, n'a pas comme fondement une sorte de déconstruction de tout ce qui pourrait ressembler à la civilisation occidentale, héritière des Lumières et de la raison? Je pense que de toute façon, ce n'est pas une idéologie progressiste, de gauche, etc. C'est une idéologie fortement hostile à tout ce qui constitue les Lumières, à l'universalisme, puisque la théorie de la race, c'est une théorie où on est enfermé à jamais dans sa race. Critique de la science, quand on critique la biologie comme une fausse science, ça rappelle Lysenko, la science bourgeoise et la science prolétarienne. Critique de l'autonomie individuelle, c'est ce que dit Bret Easton Ellis, ce que veulent les woke, c'est en finir avec l'individu. On doit toujours être le membre d'une communauté, etc. Critique aussi de la raison, de la science, etc. Donc c'est une critique très radicale de l'héritage des Lumières et de la pensée occidentale. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut détruire Est-ce qu'ils veulent détruire l'Occident ? Non. Mais ce qui est très frappant, c'est que nous sommes les seuls à être woke. C'est-à-dire que dans le monde, si on a une vision géopolitique du monde, Poutine se sert de ces histoires pour justifier sa invasion en Ukraine. Les Chinois nous prennent pour des fous. Et les islamistes essaient de manipuler les trans, etc., sur la chaîne AJ+, par exemple, et c'est une chaîne hyper woke, alors qu'on sait très bien ce qui arrive aux trans et autres au Qatar. Donc je pense que ce n'est pas une volonté de destruction directe de l'Occident, mais en revanche, le monde entier nous regarde avec étonnement ou consternation. Gabriel. Je vous ai écouté, vous avez dit que ce n'est pas une idéologie progressiste de gauche. Néanmoins, force est de constater qu'elle est portée par des progressistes de gauche. Vous en conviendrez avec moi. Ce ne sont pas les conservateurs de droite qui la portent. Et on ne peut pas dire qu'il y a une grande opposition du côté de la gauche. Donc, est-ce que vraiment cette scission, cette différence est pertinente ?
Non. Ce qui est très évident, c'est que le courant issu des Lumières est d'une certaine manière épuisé. C'est-à-dire qu'effectivement, personne venu... Alors, il y en a quelques-uns, nous sommes quelques-uns, je me considère d'une certaine manière comme cela, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut séduire, effectivement, notamment avec l'idée de transformer, de s'émanciper jusqu'au bout. C'est ça, à mon avis, ce qui fait que les progressistes ne sont pas, sont favorables quelquefois. Ils se disent, bon, on s'est émancipé de ceci, de cela, on va s'émanciper maintenant du corps et on sera des êtres absolument, des consciences pures et libres. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison, ce sont plutôt des gens de droite ou des gens qui ont rapport avec la réalité. Moi, je pense que vraiment la question, et on le voit aux États-Unis, le débat, c'est entre les gens qui vivent dans le monde virtuel et ceux qui vivent dans le monde réel. Et on voit très bien, et c'est très fascinant de voir, il y a toutes sortes de vidéos, on voit les parents d'élèves dans les écoles américaines qui protestent au risque d'ailleurs d'être poursuivis pour terrorisme, etc., ne voulant pas des Noirs, des Latinos qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants qu'ils sont des victimes nécessairement, des parents qui ne veulent pas qu'on enseigne à leurs enfants que le genre est au choix dès l'école primaire. Et tout le débat américain, mais ça va être aussi le débat à mon avis en France, c'est autour de ce genre de questions-là, il me semble. Vous avez suggéré que l'islamisme, donc qui était quand même également une autre idéologie totalitaire de mon point de vue, instrumentalisait le wokisme. C'est bien ce que j'ai compris de vous. Alors qu'il y a quand même une incompréhension. Oui, mais est-ce que cette alliance peut aller jusqu'au bout? Parce que, à la limite, on pourrait imaginer que l'islamisme serait presque la meilleure arme pour vaincre le wokisme. Oui. Je pense que l'islamisme s'en sert d'une manière très cynique. On voit dans les manifestations certains militants islamistes qui soutiennent des transphobes contre ce qu'on a des trans contre ce qu'on appelle les femmes TERF, les femmes qui sont hostiles aux trans, etc. Mais effectivement, c'est purement tactique, si vous voulez. Oui. Alors, ce qui est certain, moi, je pense qu'effectivement, ce que marque au fond cette histoire du wokisme, c'est que quand il n'y a plus de religion, on prend n'importe laquelle. Et d'une certaine manière, il me semble que ce que Chantal Delsol appelle la fin de la chrétienté, ça ouvre la voie à ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, il me semble que l'enthousiasme, le fait que tout le monde se rue là-dessus, c'est à la fois parce qu'il n'y a plus de combat, il n'y a plus de combat au sens qu'il y en avait auparavant, de gauche, etc., ou de droite, ou autre, et il n'y a plus de religion. Et donc, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une religion de substitution, avec le pire de la religion, je précise là-dessus. Il n'y a plus de raison, alors que saint Thomas d'Aquin, c'est quelqu'un qui a soutenu la raison, et le pape Benoît XVI aussi. Il n'y a plus de raison, il y a un sectarisme hallucinant, etc. Il n'y a pas de rédemption non plus. Et pas de rédemption, c'est vrai que vous avez tout à fait raison. Le péché originel, l'équivalent, c'est ce qu'ils appellent le privilège blanc. Et le privilège blanc, malheureusement, on ne peut pas en être débarrassé. Donc il ne reste qu'à débarrasser les blancs du plancher, si je puis dire. Ce que dit par exemple Sandrine Rousseau, ce qu'elle appelle l'androcène, c'est que tout le mal sur la terre vient de l'homme blanc. Ah oui, c'est ça, quand même. C'est ça, oui, bien sûr. Malgré tout, on revient quand même à l'homme blanc. Oui, tout ça, et ça marche effectivement avec l'idée d'une culpabilité terrible, effectivement. Ouais. C'est-à-dire qu'on se croit coupable de tout le mal du monde, ce qui est en fait une sorte d'orgueil. On n'est pas responsable de ce qui se passe à l'autre bout du monde en termes d'exploitation, etc. Donc... Mais comment fait-on pour lutter contre cette importation d'une idéologie américaine? Je rappelle, malgré tout, que c'est une idéologie nord-américaine qui nous avait apporté jusqu'alors la liberté et qui nous importe la pire des idéologies qui soient. J'ai l'impression, et si on poursuit les lignes, on a l'impression que cette idéologie, ne rencontrant pas d'obstacles, risque de s'installer un peu partout en France. Quelles pourraient être les limites à apporter par cette idéologie et qui pourrait les apporter? Puisque les intellectuels, si je vous entends, ne sont pas à la hauteur ou ont même baissé les bras. Moi, je pense que c'est d'ailleurs ce qui se passe, et j'ai eu des réactions de politiques ou autres en lisant mon livre. L'idée, c'est qu'effectivement, par exemple, les parents pourraient demander dans les écoles qu'on n'enseigne pas des choses absurdes à leurs enfants. Par exemple, le planning familial dont on discutait tout à l'heure, qui explique que les hommes sont enceints, qui demande que dans la Constitution, on propose l'IVG pour les personnes enceintes et pas seulement pour les femmes enceintes, parce qu'il y a des hommes qui sont enceints, qui explique que le pénis n'est pas un organe sexuel masculin. Le planning familial qui fait tout ça est autorisé, est agréé pour intervenir dans les écoles où il est subventionné. Est subventionné, etc. Et le problème, c'est qu'effectivement, il me semble que des parents pourraient dire stop à ce genre de choses, ou des gens... des parents issus de l'immigration ou autres peuvent dire « Stop, vous n'allez pas enseigner à mes enfants que ce sont des victimes alors que j'essaie de m'en sortir, etc. » Donc moi, il me semble que la chance peut-être, ce serait des gens
du monde réel, mais il faut faire vite parce que certains sondages montrent que chez des jeunes qui ont été déjà déformés par tout ça, ils sont quelquefois d'accord aux États-Unis pour qu'on enseigne à leurs enfants la théorie critique de la race, c'est-à-dire tous les blancs sont coupables, tous les noirs sont victimes, la théorie du genre, etc. Donc je pense qu'il y a un créneau de temps où il faudrait effectivement, à mon avis, répondre assez rapidement. Est-ce qu'on pourrait résumer, dans le fond, votre cri d'alarme en disant que nous nous en sortirons que si la société civile réclame à nouveau l'urgence du bon sens en termes de politique? Oui, absolument, le bon sens, la réalité, hein, essayer de voir ce qu'il en est, voir que nous ne sommes pas tous racistes, mais certains sont racistes, d'autres ne le sont pas, que le racisme n'est pas éternel, systémique, etc., que le genre n'est pas au choix. Il me semble qu'on ferait un grand progrès, mais c'est compliqué parce que dire des choses comme ça vous fait passer pour... Effectivement, une collègue qui a voulu être très agressive avec moi a dit c'est du bon sens que dit Bronsted. Oui, c'est du bon sens. J'espère que les gens vont comprendre de quoi il s'agit. Il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est assez simple, c'est-à-dire que toutes les absurdités qu'on voit tous les jours maintenant à l'arrivée, c'est 3 ou 4 thèses. Hein. Il y a l'intersectionnalité en plus, qui est une espèce de combinaison de la race et du genre. Et puis l'épistémologie du point de vue, donc une philosophie de la connaissance très négative. Mais c'est assez simple de comprendre. Après, il reste à savoir ce qu'on peut faire. Ce que dit une journaliste, Bari Weiss, qui est une des anciennes journalistes du New York Times, qui a fondé un autre réseau de journaux, elle explique qu'il faut oser dire non. Il faut oser dire non partout. Eh bien, un grand merci Jean-François Braunstein. Pardonnez-moi, je rappelle que vous êtes professeur émérite de philosophie à la Sorbonne et que vous avez écrit La religion woke, philosophie devenue folle. Merci à tous les deux, Yvan et Gabriel. Vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr. Suite de programme, c'est dans un instant.